Nous avons, avec Joseph Hirsch, souhaité organiser une journée au sein de laquelle on inviterait des auteurs pour présenter leurs publications et leurs publications qui ont marqué, disons, l'année éditoriale, principalement dans le domaine de l'histoire aujourd'hui. Donc on est très heureux de recevoir aujourd'hui plusieurs auteurs. Donc ce matin, nous avions le sociologue et anthropologue Sébastien Tangstropper sur la question des Juifs d'Argentine. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, sachez que vous pourrez retrouver cette rencontre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur la médiathèque du Mage. Donc tout de suite, nous sommes ravis et nous la remercions de recevoir Zoé Grimbert pour son ouvrage Militer en minorité, le secteur juif du Parti communiste après la libération. Tout à l'heure, à 15h30, nous recevrons l'autrice anglaise Rachel Cockrell pour un livre qui nous a profondément marqué, extrêmement original, qui revient notamment sur la naissance du sionisme. Et à 17h30, Anna Bicomte, donc grande historienne spécialiste des Juifs de Pologne. Voilà, sachez juste que la rencontre suivante à 15h30 est gratuite pour les amis. Donc n'hésitez pas à rester avec nous et si vous n'êtes pas encore amis, voilà une belle occasion de prendre votre carte et ainsi de nous soutenir. Je remercie également Ruben Honigman, donc, qui est directeur éditorial d'Academ, d'être en conversation avec Zoé Grimbert. Merci à tous et bonne rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer juste par une petite anecdote personnelle. La plupart des gens ne sont pas au courant, mais Academ va avoir 20 ans cette année. Et moi, je n'étais pas là au tout début. Je suis venu 1 an et demi après. Vraiment, je n'étais même pas stagiaire, j'étais éditeur. Je travaillais sur des vidéos, pigiste, quoi. Et la toute première vidéo sur laquelle j'ai jamais travaillé pour Academ, et la première fois est toujours marquante, c'était une conférence donnée par Guy Konopnicki dans un espace qui s'appelle Liberté du judaïsme. Je ne sais même pas si ça existe encore. Ça existe encore, d'accord. Et c'était l'histoire des Juifs et du Parti communiste. Voilà. J'ai trouvé ça absolument passionnant, et il y a quelque chose de ça qui m'est toujours resté, et ça a été ma porte d'entrée dans Academ, où je suis donc depuis 18 ans, et donc une sorte de boucle qui se boucle là, et avec cette histoire passionnante que vous déployez, explorez, Zoé Grimbert. Bonjour d'abord. Vous avez peut-être vu ces derniers jours circuler une énième vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui déplore que son livre, qui est sorti juste avant le 7 octobre, s'est mal vendu. Le pauvre, parce que, comme par hasard, il y a eu le 7 octobre après, et puis il enchaîne les insinuations répugnantes et les sous-entendus obscènes. Et c'est l'énième épisode emblématique du fait qu'il y a quelque chose qui est profondément pas digéré dans le rapport de la gauche avec les juifs, mais aussi des juifs avec la gauche, et qui occulte parfois le fait que c'était aussi une grande histoire d'amour entre les juifs et la gauche, le communisme, et je trouve que vous rendez particulièrement bien compte de ça dans votre livre, Zoé Grimbert. C'est ce qu'on va un peu explorer là. Je voulais commencer par une question personnelle. C'est quand on fait des travaux de recherche, c'est aussi une recherche sur soi qu'on fait. On parle autant de soi que de l'objet de la recherche. Quel est votre lien personnel avec toute cette histoire des juifs communistes ? Merci beaucoup Ruben, et merci au Mage pour l'invitation. Oui, c'est vrai que quand on est jeune historien ou jeune historienne, on n'a pas toujours envie de dire ou de penser que c'est notre histoire. En tout cas, on a une recherche de légitimité très forte, de recul avec l'objet. En fait, on cherche une forme de scientificité très forte. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé cette thèse, je ne me suis pas du tout dit « c'est mon histoire ». Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais commencé à faire j'ai toujours voulu travailler sur la Seconde Guerre mondiale, ça c'est sûr. Pas sur la Shoah, parce que je voulais pas travailler sur la Shoah. Quand j'étais en master, j'avais d'abord fait un mémoire de recherche sur la résistance, c'est pas la Shoah, mais sur des passeurs de la ligne de démarcation. En me disant, je travaille sur des juifs, mais pas vraiment. Enfin, et en fait, j'ai commencé un autre sujet de thèse. En fait, ce sujet de thèse, il est né après 3 mois de thèse. Donc, j'avais commencé un tout autre sujet de thèse sur l'après-guerre à Paris.
Et en fait, j'ai été rattrapée par mon envie de travailler sur les Juifs et j'avais du mal à... Donc je m'appelle Grimbert, c'est un secret pour personne, donc j'ai des origines juives a priori, mais qui ne m'avaient pas été transmises ou très peu, ou en tout cas c'était pas très clair, et je n'assumais pas de vouloir travailler là-dessus en me disant que je connaissais pas tout simplement, et qu'en plus on me l'avait pas transmise, donc c'était pas mon histoire. Et en fait, au bout de 3 mois de thèse, je me suis dit non mais c'est pas, en fait j'ai envie de travailler sur les mondes juifs. Et c'est à la base c'est vraiment un hasard. C'est Simon Perregaux, donc un historien qui a travaillé sur les commémorations de la Shoah après la guerre, qui m'a dit tu sais il existe un fonds d'archives sur les juifs communistes. Quand il m'a dit ça, je me suis dit tiens c'est marrant, le communisme ça m'a jamais tellement intéressé. Sauf que du côté de ma mère, du côté non juif, c'était des communistes qui étaient des résistants communistes déportés pendant la Seconde Guerre mondiale pour fait de résistance. Donc la dimension communiste de mon histoire était très présente, mais elle n'était pas du tout juive cette histoire. Et donc Simon me parle de ça, je me dis bon, je vais aller voir. Et en fait, en tombant dans ce fonds d'archives, donc le fonds David Diamant, je me suis dit c'est super parce que tout de suite je me suis dit la question centrale chez les juifs communistes, c'est quoi être juif communiste ? Est-ce qu'on est juif quand on est communiste ? Est-ce qu'on peut être les deux ? Est-ce qu'on peut être aussi français ? C'est quoi ça pose une question d'identité. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée. Je me suis dit c'est marrant parce que moi je sais pas vraiment quel est mon rapport à cette histoire. Et en travaillant sur des juifs communistes, c'est un peu ça que je creuse. Et donc, il y a eu je suis entrée dans le sujet par la question des identités. C'est vraiment ce que je voulais creuser, c'est ces identités. Et il se trouve qu'au bout de 6 mois de thèse, j'étais chez mon grand-père Grimbert, donc, dont je porte le nom. Et il m'a dit « Ah, mais tu sais, ton arrière-grand-père était communiste. » Et je lui ai dit « Ah bon ?» Donc, en fait, mon arrière-grand-père, donc Zacharie Grimbert, qui est le père de mon grand-père Maxime Grimbert et de l'auteur, le dramaturge Jean-Claude Grimbert, était communiste, semble-t-il, en tout cas. Jean-Claude Grimbert, c'est votre grand-oncle. C'est mon grand-oncle. Et donc, mon grand-père me dit ça, mais je ne le savais pas. Et en fait, il se trouve que Jean-Claude Grimbert et Maxime Grimbert, mon grand-père, ont été dans les colonies de vacances des juifs communistes que j'étudie. Donc, tout ça, c'était à votre insu, en fait. Oui, ouais. Alors... C'est-à-dire qu'on emprunte un chemin, voilà. Il y a quelque chose en soi qui sait, mais... Voilà, un psy dirait qu'il y a sans doute beaucoup de choses à creuser, mais voilà. Donc oui, de fait, cette histoire, finalement, elle a quelque chose de personnel. Alors vous dites qu'on parlait beaucoup du parti communiste, donc non juif du côté de votre mère, mais on ne parlait pas du tout du côté juif, du côté de votre père ? Alors mon père, lui, non. C'est-à-dire que... Enfin non, on n'en parlait pas. Et avec mon grand-père, on vivait plus dans la même ville, parce que quand j'avais 8 ans, on a déménagé, donc on n'était plus à Paris. Et quand je le voyais, c'est vrai que je savais que mon grand-père était juif. Il s'était d'ailleurs remarié avec une femme juive, avait eu un fils de mon âge, donc j'ai un oncle qui a mon âge, de qui je suis très proche depuis qu'on est petit, et eux vivaient un peu plus, pas le judaïsme, je dirais, ça serait un peu trop, mais en tout cas, ils étaient juifs. La judéité. La judéité, c'est ça. Ils faisaient quand même, il a fait sa bar mitzvah, mais moi, je me sentais très extérieure à tout ça. Enfin, je me sentais pas, dans ma famille nucléaire, non, on n'en parlait pas, ça c'est sûr. Et puisqu'on est dans votre famille, il y avait aussi, du côté de votre mère, il y avait des Le Pen. Oui, alors ça, c'est la première fois que je le dis publiquement. Alors, donc, du côté de ma mère, donc communiste vraiment, 100% communiste, mes grands-parents étaient les derniers à recevoir l'humanité dans leur village, dans les Landes. Ils étaient parisiens à la base, de Montreuil. Et il se trouve que donc, le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, c'est Le Pen. Donc... quand j'étais petite, il y avait une anecdote, c'est quand mes grands-parents ont déménagé dans les Landes, donc une terre socialiste, donc ils étaient communistes, mais personne ne le savait au début. Quand elle allait voter, ma grand-mère, avec sa carte d'identité Le Pen, elle se faisait insulter. Et donc, un jour, elle a dû apporter les archives personnelles de déportation, en fait, le dossier de déporté de son père Le Pen, donc qui était mon arrière-grand-père communiste, déporté à Buchenwald, sur lequel on a fait des expérimentations médicales. Je crois qu'on lui a inoculé, on faisait des tests sur le typhus. Donc il est revenu de déportation, mais très malade. Il est mort dans les années 60. Donc c'est quelqu'un qui a été une victime de la déportation. Et donc ma grand-mère a dû apporter le certificat de santé de déportation, puis ensuite le certificat où on voit toutes les maladies qu'il a depuis la déportation de son père pour qu'on lui fiche la paix. Et en fait, c'était des Le Pen, effectivement, de la même... Alors, il semblerait de la même famille, puisque originaire vers la Trinité, Carnac. La Bretagne, Voilà, en Bretagne.
mais communistes. Il y avait en fait, en banlieue rouge, il y avait toute une branche Le Pen communiste. Et donc, autre anecdote rigolote que j'avais racontée à Ruben avant, c'est que un des cousins de mon grand-père, mon arrière-grand-père Le Pen, aurait été le sosie de Jean-Marie Le Pen. Un rouquin, pareil. Mais il militait à Montreuil, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais. Et régulièrement, il se faisait casser la gueule par des cocos qui le prenaient pour Jean-Marie. Alors que lui était militant communiste. Donc voilà. Et donc c'était la face communiste de la famille Le Pen. Ouais, alors il y en a une. Alors faudrait que j'ai pas fait l'arbre. Donc je sais pas à quel. Enfin voilà, si on est si lié que ça. C'est le même clan. Mais oui, je crois, quasiment sûr. Mais alors, toute la documentation juive communiste d'avant-guerre, mais aussi d'immédiat après-guerre, se fait en grande partie en yiddish. Vous avez appris le yiddish pour travailler sur ce sujet ? Oui, alors j'ai dû forcément. En tout cas, au début, j'ai cru que je devrais beaucoup travailler en yiddish parce qu'une partie des sources, donc les juifs communistes que j'étudie, moi, c'est pas les juifs, tous les juifs c'est pas tous les juifs du parti. C'est un groupe de juifs au sein du parti qui sont des juifs immigrés, arrivés pour la plupart, disons Pologne, pour résumer, mais qui étaient des yiddishophones. Ils étaient dans ce qu'on appelle la main-d'œuvre immigrée, qu'on connaît bien depuis la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian et des 23 de l'affiche rouge. La Moï. La Moï. Moï, c'est l'expression, en plus, la Moï, c'est en yiddish, en fait, parce qu'on dit la MOI, et c'est les yiddishophones qui disaient la Moï. Donc c'est marrant, parce que finalement, ça veut dire que le terme aujourd'hui qui est resté, c'est le terme yiddishophone. Et donc, ces juifs yiddishophones, je m'étais dit, effectivement, ce que je savais, c'est qu'il y avait une presse en yiddish, donc il fallait sans doute lire la presse. Et je m'étais dit, les archives, ça sera sans doute en yiddish. Donc j'ai appris le yiddish. Donc j'ai fait d'abord, j'avais quelques mois toute seule pour pouvoir m'inscrire en deuxième année directement à la Maison de la Culture Yiddish. Après, j'ai fait une école d'été à Vilnius. Donc il y a plusieurs écoles d'été de yiddish dans le monde. C'est assez sympa. Enfin, donc moi, c'était à Vilnius, qui était un choix parce que je voulais vraiment aller dans cette partie de l'Europe. Mais en fait, le Parti communiste acceptait certes des sections dans une langue, donc il y avait la section arménienne, la section italienne, la section yiddish, juive, mais le Parti communiste doit tout contrôler. Enfin, le principe du parti, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans sa langue, dans une section, donc c'est-à-dire tenir des réunions uniquement en yiddish, ça ne marche pas, parce que le parti, normalement, envoie un émissaire pour plus ou moins contrôler ce qui se passe. Et puis parfois, il y a des séfarades aussi. Alors, de fait, là, pas beaucoup, mais... À l'époque, pas encore. Et donc, en fait, les archives politiques, disons, associatives et politiques, elles sont pour la plupart en français. Bon. Et ce qui est en yiddish, c'est souvent manuscrit. Donc, c'est très difficile de lire le manuscrit. Donc, finalement, j'ai lu la presse quand j'en avais besoin. Mais les sources que j'ai étudiées, elles étaient principalement en français, parce que la presse, sinon, on se noie dedans, il y en a tellement. Donc, il y a du yiddish, mais je l'ai appris. Mais la plupart des sources sont quand même en français. Alors justement, cette question du contrôle du parti sur les éléments juifs de ces militants, c'est donc au cœur de ce livre, et qui explique aussi, qui justifie le point d'interrogation à la fin du titre, militer en minorité. Question, est-ce que c'est possible ? On va y revenir tout de suite. Je voulais d'abord qu'on prenne un moment sur les éléments factuels. La MOI, c'est une chose, MOI. Et il y a un secteur juif à l'intérieur de ça. Oui. À quel moment ça commence et qui sont ces gens ? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin des années 20, c'est d'abord la CGTU, donc la partie syndicale liée au parti plus ou moins, bon ça c'est un débat, mais la CGTU et le Parti communiste se rendent compte qu'il y a un certain nombre d'immigrés en France qui arrivent pour diverses raisons, donc par exemple des Italiens qui fuient le fascisme, mais aussi des Italiens pauvres tout simplement, donc c'est pas forcément des gens politisés. Mais donc il y a plein d'immigrés. Et le Parti communiste, comme tout parti communiste, un de ses objectifs, c'est de renforcer ses rangs. Et il voit que parmi ces immigrés, il y en a qui sont déjà politisés et d'autres pas encore. Et son objectif, c'est de les faire rentrer dans le parti. Mais avec un constat pragmatique qui consiste à dire, mais les gens qui ne parlent pas français, ils ne vont pas militer dans des cellules françaises. Enfin, ils ne vont pas pouvoir, en tout cas. D'une part, ils ne vont pas pouvoir militer en français, mais surtout, ils vont avoir aussi des objectifs à défendre qui ne sont pas ceux de tous les ouvriers français. Premier objectif pour le parti, la question de la naturalisation et le fait d'avoir des papiers. Et donc le Parti communiste s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une main-d'œuvre immigrée, c'est-à-dire une structure au sein du parti, qui va rassembler des sous-structures, donc ce qu'on appelle les sous-sections. Donc la sous-section arménienne, la sous-section italienne, hongroise, juive, qui est en fait yiddish. On va créer ces sous-sections dans lesquelles vont militer
des étrangers, c'est ce qu'ils appellent des sous-sections linguistiques ou nationales. Oui. C'est un peu l'incertitude autour du terme, parce que c'est révélateur, parce qu'on pourrait penser la question du national après. Donc ces sous-sections linguistiques, elles sont pragmatiques pour le parti. Il s'agit de dire, les individus, les immigrés vont militer dans la MOI, et au sein de la MOI, ils vont en fait défendre les immigrés, donc ils vont notamment se battre pour la naturalisation, la régularisation, etc. Et ils vont aussi adhérer aux sections françaises du parti. Et ils vont en fait avoir une double adhésion. C'est-à-dire qu'ils payent qu'une fois, bien sûr. Enfin, ils payent l'adhésion, mais ils doivent militer avec les Français aussi, parce qu'en fait, il faut qu'ils apprennent le français déjà, et le but, c'est quand même qu'ils partagent la lutte de tous les Français. Donc c'est vraiment l'idée de dire, dans quelques années, ils parleront français, ils seront naturalisés. C'est censé être temporaire, en fait. Oui, en fait, le parti les voit comme une première génération d'immigration. Au bout d'un moment, ils vont parler français, puis c'est bon, ils viendront dans le parti. Ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Enfin, il y a toujours des tensions qui vont se créer, parce que le Parti communiste va souvent s'apercevoir, en 1937 notamment, il y a un gros moment de tension, parce que le parti s'aperçoit que dans ces sous-sections, il y a plus que quelque chose de pragmatique. C'est pas juste on milite ensemble pour défendre. Enfin, en fait, le parti reproche à certaines sous-sections, notamment les Arméniens par exemple, d'être très centré sur le national et sur l'État arménien l'Arménie qui s'est créée. Et aux Juifs, il peut reprocher, et ça il le fera surtout après-guerre, de se focaliser sur des questions spécifiquement juives, au détriment des questions qui concernent tous les membres du parti. Et donc, de ne pas adhérer à l'idéal universel porté par le communisme, et d'emporter son particularisme avec soi. Et alors, ça représente combien de juifs, cette section juive avant-guerre ? Alors ça, c'est très difficile à calculer. En fait... très peu. Si on regarde les chiffres des membres des sous-sections, c'est très peu. C'est-à-dire que les juifs, on estime que c'est au maximum d'adhérents à la section juive de la MOI, 500 au maximum. Donc ça paraît rien du tout. En réalité, cette sous-section, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'elle crée des organisations dites de masse, en fait des associations, disons, des associations dont le but est vraiment de... À la fois, ça peut être une association culturelle, par exemple une chorale, ça peut être une association mutualiste, ça peut être une cantine, un dispensaire. Toutes ces associations, elles ont un but social et culturel très fort, mais dans le même temps, ça c'est vraiment la stratégie communiste, elles doivent réussir à, par le biais de la cantine, par exemple, faire adhérer des gens au communisme. Et donc dans ces associations-là, il y a plein de monde. Mais en fait, dans la sous-section elle-même, non. Et c'est d'ailleurs ça que le Parti communiste va reprocher. Il va dire aux Juifs, et d'ailleurs pas qu'aux Juifs, vous avez des associations avec énormément de gens qui viennent dans vos assos, mais ils ne signent pas du tout le bulletin d'adhésion. Donc il y a un problème. C'est censé faire œuvre de recrutement. Normalement, c'est du recrutement. C'est vraiment, il y a une stratégie toujours très politique. D'hameçonnage. Voilà. Donc si on essaye de chiffrer en réalité, ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait... en tout cas, dans les années d'entre-deux-guerres, il y aurait 10 000 lecteurs de la presse yiddish communiste. Donc 10 000, ça représente... Donc on dit qu'avant-guerre, il y a à peu près 300 000 juifs. Parmi ces 300 000 juifs, il y a entre 150 000 et 200 000 immigrés. Parmi ces 200 000 ou disons 150 000, une majorité de yiddishophones. Donc 10 000, on se dit, en fait, c'est le bas de la fourchette. C'est sans doute plus. Et je pense que le chiffre ici n'est pas tellement pas forcément le plus important, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que très vite, la vie juive va se polariser en fait en plusieurs opinions politiques, et les communistes vont faire office de repoussoir souvent. Donc de fait, même s'il y a plein de gens qui ne sont pas communistes, comme ils se positionnent par rapport au communisme, ça a une importance très forte. Ça a un impact très fort. Ça a un impact, surtout dans les années 50, où ça va devenir un monde juif divisé en deux partis, communistes, anticommunistes. En fait, bien sûr que ce n'est pas une majorité, les communistes, mais en tout cas, ça a un impact très important sur la politisation. Et la question de la polarisation et des frontières et des limites intra-juives aussi. Exactement. Et alors, c'est toujours la question, qu'est-ce que les juifs sont allés chercher dans le communisme ? Alors, dans l'Empire russe, évidemment, il y avait aussi la sortie du shtetl, très puissant instrument d'émancipation, voire quête un peu messianique. Je trouve que vous avez une formule intéressante sur le cas français. Vous dites que le communisme, pour ces juifs-là, c'était un modèle alternatif par rapport à l'israélitisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors bon, je sais pas. D'ailleurs, c'est pas moi exactement qui le formule. Vous le rapportez. Je suis pas la première, mais l'idée, c'est de dire que il y a eu beaucoup de livres d'histoire qui ont été publiés sur les juifs français, les israélites, c'est-à-dire ces juifs qui sont présents depuis
la Révolution française ou avant, qui ont bénéficié de l'émancipation en 1791, donc premier pays d'Europe à émanciper ses juifs, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des droits civiques contre c'est un coup, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de s'organiser en tant que communauté, ils n'ont plus de justice spécifique, etc. Et ce modèle-là, on dit qu'il a effectivement fonctionné tout au long du XIXe siècle, notamment sous la Troisième République, avec un certain nombre de juifs qui vont s'intégrer ou s'acculturer, c'est les termes de l'historiographie. On dit plus, on essaye de montrer qu'il y a quand même toujours un maintien d'une culture spécifique et même voire d'une ethnicité, hein, y compris chez les juifs israélites. Mais il y a vraiment eu cette idée de dire les juifs français ont construit un modèle particulier du rapport à la judéité qui reste, donc, c'est-à-dire dans le monde public, ils ne vont pas forcément montrer leur judéité, hein, on pourrait le nuancer, mais en tout cas, ils vont avoir une intégration au modèle français. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il crée des tensions entre les juifs de France et les immigrés. C'est quand les immigrés arrivent, les juifs yiddishophones, eux, ils viennent d'un modèle extrêmement différent. Ils viennent d'un modèle où les juifs sont une nationalité en Pologne ou dans l'Empire russe. Et ils sont habitués à avoir leur propre modèle de fonctionnement, à porter sur eux aussi une c'est forme même écrit dans votre passeport quand vous êtes il y a en marqué, Russie. oui, Ouais. voilà, on est de nationalité juive. Ouais. Et il y a aussi cette question de la visibilité physique, c'est-à-dire que beaucoup de juifs qui ont l'air juifs dans la manière dont ils s'habillent. Et ça, il y a beaucoup de juifs français qui, quand ils voient les juifs immigrés arriver, se disent c'est pas bon ça, parce que ça va créer de l'antisémitisme. Alors que nous, on a tout fait pour s'intégrer, en quelque sorte. Pour gommer cet aspect. Voilà. Ouais. Donc il y a eu des tensions qui sont nuancées quand même par l'historiographie, parce que longtemps on a dit qu'il y avait d'énormes tensions. Il y a eu aussi beaucoup de coopération. Mais les juifs qui arrivent, notamment les communistes, ce modèle-là, ils savent bien qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, y adhérer. C'est-à-dire qu'un juif immigré qui arrive, il ne peut pas faire une carrière politique, tout simplement parce qu'il n'est pas national, il n'a pas la nationalité. Donc ce modèle d'intégration, qui a été étudié notamment par Pierre Birnbaum, pour les immigrés, c'est pas une possibilité. Et le communisme donne effectivement une forme d'intégration, c'est René Poznanski qui le présente comme ça, d'intégration collective à une citoyenneté. C'est-à-dire qu'on va déjà partager des luttes collectives au sein d'un parti internationaliste, donc des luttes collectives internationales, mais aussi nationales, parce qu'on défend bien sûr les ouvriers français, les travailleurs français, dont on veut le devenir. Et ensuite, on obtiendra une naturalisation, notamment par le biais du parti et à l'aide du parti, parce que le parti va aider. Et donc c'est un instrument d'intégration. C'est vraiment, oui, c'est un instrument d'intégration, je le dirais comme ça, oui. Mais alors, il y a un point important sur lequel vous insistez, c'est que après-guerre, ces juifs communistes, à l'inverse de ce qui se faisait en Pologne, en Russie, où on rompait avec le shtetl, quoi, avec la mare juive, là, ces juifs communistes français d'après-guerre, ils le font en tant que juifs, pour reconstruire la judéité française. Oui, en fait, je pense qu'une des grandes incompréhensions entre le Parti communiste et les juifs, c'est que les juifs que j'étudie, donc les juifs yiddishophones, ils sont dans la Moïse, donc dans une structure pour les immigrés. Et le Parti communiste français pense le fait juif. En fait, il a beaucoup de mal à le théoriser, le fait juif, mais il pense le fait juif et ce fait juif-là au prisme de l'immigration, avec cette idée de dire c'est une première génération d'immigration. Au bout d'une génération, c'est bon. Ouais. La deuxième génération, ils seront français, c'est tout. Et il l'écrit, hein, il y a des textes où le parti dit on a considéré les juifs comme des immigrés de première génération, etc. On les a traités comme tels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a la Shoah, donc il y a la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Et en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste va avoir une stratégie qui est un peu différente de celle-ci. C'est qu'il va d'une part, il va reconnaître que l'antisémitisme a une dimension raciale et cible les juifs en tant que race, considérée comme telle par les nazis. Et donc, il va donner comme mot d'ordre aux juifs du parti de lutter en tant que juifs, en disant, avant, on vous disait de lutter auprès des autres immigrés, de défendre l'immigration, les immigrés, et de ne pas vous défendre en tant que... Vous n'êtes pas une nation, vous n'êtes pas un peuple. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un changement de position du parti qui dit vous êtes considérés comme un peuple ou comme une race, c'est pas clair, mais en tout cas, vous devez lutter comme tel. Et donc, l'idée, c'est aussi une stratégie politique, hein, de réussir à rassembler tous les juifs
non communistes au sein des structures de résistance juives communistes. Oui, c'est à l'instar de ce qui s'est passé en Russie aussi, où Staline a demandé Oui. à Vassili Grossman, etc., d'écrire le livre noir là, de l'antifascisme, enfin du fascisme plutôt. Mais sauf que tout ça a fait long feu, parce que tout ça a été liquidé, et après-guerre, on n'a plus qu'une mémoire de fasciste versus antifasciste. L'aspect juif et de race juive est complètement gommé. En fait, il faut vraiment voir la Seconde Guerre mondiale comme un moment à part où il y a ce changement de position, à la fois de l'URSS d'ailleurs sur la question de l'antisémitisme nazi et du Parti communiste. Donc. Et après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste se dit oulala, en fait, là, il faut qu'on revienne à ce qu'on disait avant. Et justement, l'analyse communiste de l'antisémitisme va revenir à ce qu'elle était avant-guerre, à savoir l'antisémitisme n'est pas une question juive, ça ne concerne pas les juifs. L'antisémitisme est toujours lié au fascisme. Donc ça concerne les antifascistes. Et à l'impérialisme. Et, voilà. Et donc en gros, le parti va toujours dire aux juifs, l'antisémitisme, ce n'est pas votre question. Tout le monde doit le défendre, ça touche tout le monde. Vous ne serez pas les premiers ciblés. Sauf que les juifs yiddishophones que j'étudie, eux sont en fait ce changement de ligne du parti pendant la Seconde Guerre mondiale et la persécution à laquelle ils ont fait face a changé aussi leur rapport à leur judéité. Et donc après-guerre, ils sont dans une optique, en tout cas, ils ne sont pas dans une intégration d'une première génération d'immigration. En fait, ils sont dans une question de minorité. C'est une minorité qui se perçoit comme une minorité et qui veut, dont l'objectif, un des objectifs principaux est quoi ? La reconstruction de la vie juive. Et ça, le Parti communiste, il va l'accepter, à condition que ça n'entre pas en contradiction avec sa politique. C'est-à-dire que, OK, on peut reconstruire la vie juive parce que l'objectif, ça va être de réussir à recruter d'autres juifs. C'est pas mal pour le parti, ça fait du monde. Mais par contre, si ça empêche les juifs de militer auprès du parti pour d'autres mots d'ordre, là, ça pose un problème. Oui, mais ça, c'est passionnant parce que quand on vous lit, on se dit, mais est-ce que ça ne crée pas une vraie schizophrénie chez ces juifs ? Parce qu'après-guerre, il y a quand même un vrai antisémitisme d'État qui s'installe dans les pays de l'Est, en Union soviétique. Il y a la Pologne, il y a les purges antisémites en Pologne, il y a les blouses blanches en Russie, il y a le procès Slansky à Prague. Comment ils font, ces juifs communistes français, pour rester fidèles au parti et en même temps à leur judéité ? C'est très difficile. Peut-être pour comprendre ça, la première chose qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit, c'est à quel point le communisme, c'est pas juste un engagement politique lambda. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont montré le communisme, en fait, c'est toute une vie. C'est-à-dire que quand on est communiste, on milite beaucoup, mais on travaille en tant que communiste, c'est-à-dire qu'on est syndiqué. Nos amis sont communistes, notre conjoint est quasi à coup sûr communiste, parce que sinon ça ne fonctionne pas vraiment. Vous remplissez des fiches au Parti communiste quand vous voulez être promu ou quand on vous propose de l'être. Vous ne demandez pas à être promu, mais bon, de fait, vous remplissez des fiches à 2 occasions, si vous êtes surveillé ou si vous voulez un poste, en gros. Et dans ces fiches, on vous demande souvent, avez-vous un membre de votre famille qui est dans la police, par exemple ? Parce que c'est pas bien, parce qu'on pourrait vous surveiller. Et donc, votre vie, elle est communiste en entier. Donc, c'est-à-dire que rompre avec le communisme, ça veut dire rompre avec potentiellement tous ses amis, rompre avec en fait tout son réseau de sociabilité, rompre avec sa vie au travail, le syndicalisme. Donc, les travaux ont montré que c'était très très dur de rompre. C'est pas qu'une c'est vraiment pas qu'un engagement. C'est un engagement, une idéologie. Oui, on n'est pas communiste à temps partiel. Non, c'est à temps plein et c'est vraiment toute une vie. Et donc ces juifs-là, au début, il y a une incapacité à voir, je pense. C'est-à-dire que les mots d'ordre qu'ils ont après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'ils disent tout le temps, c'est l'armée rouge a libéré Auschwitz. C'est le terme, ils disent ça. L'armée rouge a libéré Auschwitz. Donc ça, c'est fondamental. Et encore aujourd'hui, pour des descendants, c'est fondamental. Alors que l'armée rouge n'a pas libéré Auschwitz. Auschwitz a été évacué par les nazis. Donc l'armée rouge a découvert, mais n'a pas libéré. Mais ça, c'est très, très présent. Il y a ça, et il y a une autre chose très importante, c'est l'URSS a supprimé l'antisémitisme. Parce que il y a une loi qui interdit l'antisémitisme. Et donc, cette idée-là, tout le temps, l'URSS a interdit l'antisémitisme. Et puis, il y a le Birobidjan, quand même. On leur a donné un pays. Voilà, donc ils sont vraiment ils ont ça en tête. Et ils croient vraiment que c'est un modèle d'émancipation très fort pour les Juifs. Et donc c'est-à-dire que les Juifs aussi, pardonnez-moi de vous couper, rentrent dans cet énorme mensonge qu'a été le stalinisme, même après-guerre. Moi, c'est ça ma question. Parce qu'encore avant-guerre, il y a les procès épouvantables de 36, 37.
Mais après-guerre, on se rend compte, non? Ah non, parce que cette cécité est tellement forte. l'URSS, l'armée rouge a libéré Auschwitz. Ouais, et a vaincu Hitler. Voilà, il y a ce... Non, je pense qu'eux, ils croient vraiment sincèrement. Et alors, en 1948, ce qui se passe avec la liquidation du comité antifasciste juif, voilà, c'est pas connu oui. à ce moment-là. Donc en 1948, il y a pas, on ne sait pas ce qui se passe en Union soviétique. 1952, Slansky, donc procès de Prague, où un certain nombre de hauts dignitaires des partis communistes, du Parti communiste tchécoslovaque sont accusés de trahison. Et il se trouve que, on se rend compte que la plupart sont juifs. 9 sur 10. Voilà. Ouais. Mais ça, en 1952, moi, ceux que j'ai étudiés, c'est principalement les cadres. Ils y croient pas, en fait. Ils y croient pas. Bon, c'est la cécité qui était celle de Sartre aussi, et qui était celle des intellectuels. Pour eux, ça n'existe. C'est de la propagande anti-soviétique. C'est même pire. C'est-à-dire qu'en 1953, quand il y a le complot dit des blouses blanches, donc soi-disant des médecins juifs soviétiques auraient voulu tuer Staline et d'autres hauts dignitaires, on sait que des militants de la base, à ce moment-là, ont quitté le parti. C'est-à-dire qu'il y a des remous, hein. Ça ne se passe pas bien. Il y a des militants de la base qui partent. Dans les archives, c'est très peu visible. C'est-à-dire que dans les archives, moi, je n'ai pas de traces. Les archives du communisme, on n'a jamais de liste de noms, hein, parce qu'il y a une peur il y a de la clandestinité, une peur très forte de la répression, donc il n'y a pas de nom. Donc je n'ai pas de liste qui me dirait un tel a démissionné, un tel n'est plus là, a quitté le parti. Mais je sais que ça a existé. Mais par contre, les dirigeants que j'étudie, moi, ils sont persuadés que c'est faux. C'est de la propagande. Ah oui, mais ils écrivent des textes d'une violence anticommuniste. Mais inouïe. C'est-à-dire qu'il y a des pamphlets publiés par les juifs communistes que j'étudie qui disent les médecins juifs assassins. Oui. En 1953, les médecins juifs assassins. Donc ils écrivent ça. D'ailleurs, ils s'en sont mordus les doigts. Ils l'ont beaucoup regretté, ceux qui l'ont écrit. Ils l'écrivent. Il y a un aspect autour duquel cette schizophrénie va s'articuler particulièrement, c'est le sionisme. Puisque, alors, c'est toujours remarquable de se rappeler que l'URSS fait partie des pays qui ont voté pour la création de l'État d'Israël, puisqu'il y avait un peu l'idée de ça va devenir un pays socialiste, il va tomber dans l'escarcelle de la zone d'influence soviétique. Très vite, ça se transforme en anti-sionisme d'État aussi en URSS. Pareil, comment est-ce que ces juifs se situent par rapport à ça? Alors là, c'est intéressant parce que, étonnamment, ils sont, je trouve, extrêmement droits sur cette question, sur la question d'Israël. C'est-à-dire que pour les juifs yiddishophones du Parti communiste français, la position est toujours la même. C'est-à-dire qu'ils sont pour l'existence d'un État israélien. Alors pourquoi? Pas parce que Staline le dit, hein, parce que ils viennent de Pologne, donc ils savent très bien qu'il y a il n'y a pas de retour en fait en Pologne, et que la plupart des Juifs qui ont survécu des camps, ils sont pas les bienvenus. Et il y a des pogroms en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, ils voient ce qui se passe dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, Autriche, Italie. Et ils voient qu'il y a plein de Juifs qui savent pas où aller. Personne n'en veut, parce qu'il faut quand même le dire, personne n'en veut. Et donc ils se disent, à un moment, il faut un État juif parce qu'il y a des gens qui savent pas où aller. Pour eux, par contre, pour les juifs de diaspora, pour eux-mêmes, il n'est pas question d'y aller. C'est-à-dire qu'ils défendent l'idée de l'État pour tous les juifs qui ne savent pas où aller. Mais par contre, eux défendent d'abord et avant tout la vie en diaspora. Ils sont contre tout nationalisme. Donc ça, ils s'y opposent. Mais donc, ils vont avoir cette position-là qu'ils vont toujours garder. Et sur l'État israélien, ils vont très vite avoir un point de vue qui est de dire c'est un État qui crée une forme d'apartheid, en tout cas, ils sont en désaccord avec la politique menée vis-à-vis des Palestiniens. Et ça, en fait, ils vont être vraiment dans ils vont pas tellement évoluer. C'est-à-dire, et en fonction même des changements de position de l'URSS sur Israël, sachant que l'URSS, elle finance quand même la guerre, la Tchécoslovaquie envoie des armes jusqu'en 52-53. Au tout début, il y a une politique favorable à Israël du côté de l'Union soviétique. Ouais. Mais eux, ils vont pas. C'est intéressant. Sur Israël, ils vont pas tellement dévier. Et même quand ils ont des pressions de la part du parti. Et alors ces pressions, elles sont assez insidieuses. Par exemple, quand on est un militant, un dirigeant, pour partir en vacances, on doit demander l'autorisation, parce que, donc, ou pour aller faire normal. Oui, on doit. La vie est contrôlée par le parti, donc on doit, pour divorcer aussi, on doit demander au parti, qui dit non. C'est aussi normal. On n'a pas le droit de divorcer. Donc, en gros, pour partir en vacances ou visiter de la famille, on doit demander. Et j'ai au moins un cas d'un militant qui est un dirigeant, qui a une position assez importante au sein du secteur juif du Parti communiste, qui demande à visiter sa sœur, il me semble, en Israël.
en disant on doit être en début des années 50. Et il dit j'ai pas vu ma sœur depuis, je crois que ça fait très longtemps, peut-être 15 ans, donc avant la guerre. Il demande l'autorisation, qu'au début il n'obtient pas. Il finit par l'obtenir, il y va, et il se trouve que là-bas, sur place, il est coincé, il ne peut pas revenir à temps. Donc il devait partir 1 mois, finalement il reste 2 ou 3 mois. Et quand il revient, il a une sorte de blâme et il est puni par le parti. Qui, en fait, je pense, se mêle ici à la fois le non-respect d'une règle et le fait qu'il est parti dans un état où, en plus, on lui avait plutôt dit non. Autre cas, un militant est marié à une femme qui travaille pour une organisation juive américaine, le Joint, qui, au moment du procès du complot des blouses blanches, notamment, le Joint, qui est une organisation dite sioniste, qui est définie comme telle par l'URSS, va faire l'objet de critiques de la part de l'URSS et des juifs communistes. Ce militant demande à faire un séjour à Bruxelles pour aller parler devant des organisations juives communistes à Bruxelles. Le parti lui dit « oui, si votre conjointe démissionne du Joint, qui est une entité sioniste ». Et donc on demande quand même, vous voyez l'impact que ça a sur la vie personnelle. C'est-à-dire qu'on lui dit, parce que votre femme travaille dans une organisation qui en plus, elle est d'abord juive américaine, vous ne pouvez pas aller parler à Bruxelles, parler devant des juifs communistes. Donc il y a vraiment de la part du parti, en fonction des époques, des manières d'essayer de couper le lien avec l'État hébreu. Par ailleurs... ça prend en charge toute votre vie, de toute façon. Oui. Et puis, ces militants, ils vont quand même, tout en défendant la ligne que je vous dis sur Israël, par ailleurs, ils vont pas, par exemple, ils vont se retirer de campagnes de fonds en faveur de l'État hébreu. C'est-à-dire qu'ils vont pas... c'est pas parce qu'ils sont pour son existence qu'ils vont se jeter corps et âme dans sa défense constamment. Mais ils vont toujours être dans cette ligne quand même ils sont pour l'existence de cet État, ça c'est une certitude. Je voulais revenir un instant sur la façon dont ces juifs sont perçus par les autres juifs. En France, vous citez l'historien Isaac Deutscher, qui a écrit, je crois, la biographie de Trotsky aussi. Il les appelle des juifs non-juifs. C'est comme ça qu'ils sont vus. Ou qui se voient eux-mêmes, je ne sais pas. Non, eux-mêmes, non, parce que, en fait, eux, ils le définissent, d'ailleurs pas tellement, mais pour eux, être juif, c'est bien sûr ils ont rompu avec leur religion, mais ils sont profondément juifs. C'est-à-dire qu'ils militent dans cette section juive de la Moye, qui devient secteur juif après-guerre. Ils ne veulent pas en sortir. Pour eux, ils défendent les intérêts des juifs tout en défendant ceux des Français. Ils font un avec leur judaïté. Mais voilà, c'est une certitude, ils sont juifs pour eux. Mais on va essayer, effectivement, leurs ennemis politiques vont souvent estimer qu'ils trahissent le monde juif. Parce que le Parti communiste ne porterait pas en fait, ne serait pas un parti juif qui défendrait d'abord et avant tout les juifs, ce qui est vrai. Et donc oui, on va essayer d'une certaine manière on va les accuser de ne pas être assez juifs, de pas être fidèles aux juifs, alors que eux se voient comme les plus fidèles, parce que pour eux, c'est par le socialisme vécu qu'il y aura plus d'antisémitisme. C'est comme ça qu'ils le voient. Donc pour eux, ils défendent les juifs. C'est vraiment. Donc c'est un peu ces deux manières de penser qui sont presque irréconciliables. C'est vraiment. Et le monde, en fait, à partir de le monde juif de France, pendant la Seconde Guerre mondiale, va s'unir face à la persécution en créant des organisations comme le Conseil général de défense, le CRIF, bien sûr. Donc tout le monde juif s'unit, tout le monde juif, c'est-à-dire du consistoire aux juifs communistes, c'est vraiment tout le monde. Et après-guerre, il y a une volonté de maintenir cette union, de dire, bon, pourquoi on s'est unis ? Parce qu'il fallait s'unir face à la persécution, on gagne que si on est ensemble, plus fort. Et après-guerre, on se dit, bon, il y a aussi une urgence après-guerre, il faut reconstruire la vie juive, la vie juive est quand même dévastée, il faut la reconstruire, notamment créer des institutions pour les enfants, etc. Donc on va le faire ensemble. Et jusqu'en 1948, il y a des pourparlers entre des juifs communistes et des juifs sionistes. Donc en fait, les juifs sionistes ne sont pas les pires ennemis des juifs communistes. Les pires ennemis des juifs communistes, c'est les bundistes. Pourquoi ? Parce que les bundistes sont des marxistes anti-bolcheviques. Ouais. Donc c'est les pires. C'est les pires, parce qu'ils sont nationalistes. Donc pour les juifs communistes, il n'y a rien de pire que le nationalisme, parce que le nationalisme, c'est bourgeois. Et donc, avec les bundistes, c'est la guerre, ça, c'est très... Voilà. Mais avec les sionistes, parce que parmi les sionistes, il y a des marxistes en plus, avec les sionistes, il y a des volontés d'union jusqu'en 1948. Il y a des pourparlers entre les juifs communistes et les juifs sionistes pour créer des organisations. Donc d'abord de jeunesse, mais ça ne va pas marcher, ça, parce que la jeunesse, c'est un enjeu trop fort pour qu'on mélange la politique, mais pour d'autres associations, notamment mutualistes. Et à partir de 1948...
ça devient plus compliqué. 49, il se trouve qu'il y a un gros conflit dans le monde juif en raison d'Israël, parce que les juifs communistes vont se retirer d'une campagne de fonds en faveur d'Israël, et ça va être un gros conflit. Et la rupture définitive, c'est 52-53. Pourquoi ? Procès Lansky, complot des blouses blanches. Comme les juifs communistes, officiellement en tout cas, c'est-à-dire les dirigeants dans la presse, dans tous les papiers officiels, nient ce qui se passe en URSS, le reste du monde juif décide de rompre définitivement avec les communistes. Et donc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle parfois le schisme, un schisme dans le monde juif, c'est-à-dire qu'à partir de 52-53, il y a d'un côté les communistes et d'un côté les non-communistes, ou plutôt les anti-communistes. Et c'est vraiment deux mondes qui sont en guerre, enfin, c'est-à-dire c'est très compliqué. Il y a un homme qui nous a quittés ces derniers jours, qui s'appelle Henri Batner, qui incarne un peu tous ces nœuds, qui était bundiste justement, quoi. Qui est décédé il y a quelques jours, qui était président du Verband. Vous vous êtes entretenu avec lui Non. D'accord. Il raconte très bien toute cette époque sur laquelle vous avez travaillé. J'avais une dernière question avant de passer la parole à la salle. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Je reviens un petit peu en arrière dans l'histoire, mais qu'on soit passionnément communiste avant-guerre, y compris en France, on comprend. Y compris juifs communistes, mais il se passe quand même cette chose folle, c'est les accords Ribbentrop-Molotov, qui font que en France, jusqu'au déclenchement de Barbarossa, jusqu'en 41, il est interdit de prendre les armes contre les nazis. Ça, c'est les ordres du Parti communiste quand même. C'est très tard. Et alors effectivement, après, les communistes sont devenus très importants dans la résistance armée contre les nazis. Mais quand on est juif, qu'on sort de la guerre et qu'on connaît cette histoire, comment on s'arrange ? Je veux dire, même la schizophrénie a quand même ses limites. Comment ça se produit dans le cerveau d'un militant juif communiste ? Alors, avant de répondre, il faut savoir que dans le milieu des historiens du communisme, la question de la date d'entrée du Parti communiste français dans la résistance, c'est un débat sanguinolent. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on dit les communistes n'ont résisté qu'à partir de la fin du pacte Molotov-Ribbentrop, certains pensent que non, c'était avant. Alors, de fait, la ligne du Parti communiste, elle change avant la rupture, avant l'invasion de l'URSS. Hein. C'est-à-dire, elle change un peu avant. Dans le cas des Juifs, ce qui se passe, c'est que dès avant-guerre, les Juifs communistes, ils ont conscience du danger hitlérien. Hein. C'est-à-dire que c'est très clair dans leur presse, etc. Et au moment du pacte, oui, il y a un peu une schizophrénie, mais il y a aussi une conscience, au fond, d'une forme de stratégie. En tout cas, une volonté de penser que c'est une stratégie de la part de Staline. Bon. Ils ne savent pas trop comment se positionner. Il y aurait eu aussi des défections, mais ça, c'est pareil. On trouve assez peu dans les archives des défections à ce moment-là. Sachant que le parti est par ailleurs moribond, hein, parce qu'à partir de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, donc août 1939, le Parti communiste est interdit en France. Donc toutes les organisations aussi juives, toutes les organisations toute la mode, tout ça, c'est interdit. Et en fait, oui, le Parti communiste est interdit, mais ce que vont faire les Juifs très très tôt, et c'est les premiers groupes du Parti communiste à faire ça, c'est que la suppression de leurs organisations de masse, pour eux, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que c'est des immigrés. Comment la plupart de ces immigrés survivent en France, à Paris, avant-guerre ? Par l'aide associative. Donc si on supprime toutes les organisations affiliées au parti, donc toutes les organisations mutualistes, les cantines, les dispensaires, etc., il y a plein de gens qui ne peuvent plus vivre. Et donc très vite, les Juifs communistes vont se dire, mais en fait, on peut, même si c'est même pas forcément une question politique, c'est d'abord une question associative à ce moment-là. Ils se disent, on doit recréer des structures qui vont permettre à ces Juifs de continuer à vivre. Donc ils vont très tôt, en fait, dès 1939, mais alors c'est encore tout petit, mais dès 1939, reconstituer leurs associations de manière clandestine pour que les Juifs dans le besoin puissent en bénéficier. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas dans la résistance, ils sont dans la clandestinité. Mais cette clandestinité, très tôt, en fait, elle va évoluer parce que, en fait, dans ces associations, il y a toujours une dimension politique. Et donc, eux, ils vont toujours avoir à l'esprit quand même on est contre Hitler. Enfin, on va se préparer à lutter. Et pour eux, finalement, la clandestinité, comme elle est très précoce, au moment où ça devient un mot d'ordre du parti d'entrer en résistance, entre guillemets, et je précise, c'est quand même pas au moment de l'invasion de l'URSS, parce que dès janvier 1941, depuis Moscou, Torres, en exil,
sous-entend qu'il y a une autre ligne politique du parti il faut se préparer un peu à la révolution. Donc dès janvier 41. Donc ça, voilà, c'est le débat chez les historiens du communisme. Mais pour les Juifs, en tout cas, je pense que comme ils ont été en clandestinité tout de suite, au moment où ça devient officiel, ils sont dedans, quoi. Ils sont déjà voilà, embarqués. Leurs organisations sont prêtes. Tout est là, en fait. Merci beaucoup, Zoé Grimbert. On va passer la parole à la salle s'il y a des questions. Merci. Je suis arrivé tard. Peut-être avez-vous déjà discuté de cette question que je veux vous poser, mais donc je la retire si tel est le cas. Mais je me demandais si toute votre approche et l'approche en général, c'est de toujours lier le communisme au communisme soviétique. Et je me demandais si au Knesset, ou dans le temps, il y avait un groupe communiste, si tous ces communistes-là étaient affiliés ou sentaient qu'il fallait qu'ils défendent l'Union soviétique, ou est-ce qu'il y en avait qui défendaient l'idéologie communiste indépendamment de l'Union soviétique? Merci. Alors normalement, les partis communistes dans le monde sont censés sont affiliés à l'URSS, au Parti communiste du RSS. Mais là où la question est importante, c'est qu'en fait, il y a quand même des nuances dans le rapport d'obéissance, disons, à ce parti communiste du RSS. Et la spécificité en France, c'est que le Parti communiste français est un parti qu'on a décrit souvent comme stalinien. C'est-à-dire qui, d'une part, suit la ligne du parti d'Union soviétique de manière très... voilà, il est vraiment dans la ligne du Parti communiste d'Union soviétique. Mais par ailleurs, il a reproduit en son sein le modèle soviétique. Parce qu'en fait, autour de Torres, c'est un culte de la personnalité. Ça, je ne sais pas. Mais en fait, normalement, chaque parti communiste est affilié au parti soviétique. On est dans une ligne. Alors, le parti communiste, plus tard, en tout cas, le parti communiste italien, par exemple, lui, bien sûr, c'est désaffilié, a choisi sa voie. C'est désaffilié, en tout cas, c'est pas... Il a choisi une voie différente. Mais bon, normalement, on défend quand même le parti soviétique. La maison mère. Voilà. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste deux petites questions. La première, je me demandais, est-ce que, quand on a évoqué Israël, est-ce que c'est très présent finalement? Est-ce que cette question, elle est très présente dans... Parce que on évoquait le côté, finalement, l'appartenance communiste, c'est une vie sociale en soi, quoi. Est-ce que ça prend vraiment de la place ou est-ce que c'est un peu conjoncturel, mais que fondamentalement, c'est pas ce qui drive leur vie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je me demandais, est-ce que... parce que il y avait cet étonnement sur comment on fait, est-ce qu'on n'est pas dans une schizophrénie, etc. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas des parallèles à faire quelque part entre ces juifs communistes d'une part et les juifs français qui ont pu, voilà, par exemple, on évoquait le pacte germano-soviétique. Bon, il y a eu Munich. On aurait aussi pu faire le même genre de rapport à la France. Est-ce que voilà, voilà. Le rapport finalement à la France, il n'est pas non plus exempt de formes d'idéalisation, de même que peut-être les Juifs vis-à-vis de l'URSS. Voilà, c'est une question. Merci. Merci, Johan. Sur Israël, non, je dirais pas. C'est pas au cœur de leur. C'est pas dans leur quotidien, quoi. C'est pas ce dont ils parlent au quotidien. Non. Alors, ça le devient à certains moments, évidemment. C'est pas, et justement, on n'en a pas parlé, mais un des moments de crise dans le secteur juif du Parti communiste, c'est 56. Pour plusieurs raisons, parce que 56, c'est le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, d'une part. C'est la reconnaissance par les soviétiques des crimes staliniens. C'est Khrouchtchev. Le rapport Khrouchtchev. Ouais. Donc, rapport Khrouchtchev qui est censé être un rapport... en fait, c'était ce qui s'est passé... Le 20e congrès, c'était à huis clos. Normalement, ça ne circulait pas beaucoup, ce qui s'est dit dans ce congrès. Et ce congrès, donc, c'est la reconnaissance par Khrouchtchev des crimes staliniens et notamment de l'antisémitisme. Et qu'est-ce qui va se passer en France? Le Parti communiste français ne va pas diffuser le rapport Khrouchtchev.
Plus royaliste que le roi, en fait. Bah oui, mais pourquoi il ne veut pas le diffuser? Parce que Thorez est encore en vie. On est dans un plein culte de la personnalité. Et au cœur de ce rapport Khrouchtchev, il y a la dénonciation du culte de la personnalité. Qu'est-ce qu'on fait en France? Donc, le Parti communiste verrouille. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la sociologue Marie-Claire Lavabre a appelé le secret pour l'intérieur. C'est-à-dire qu'au sein même du parti, il y a un secret pour l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais fragiliser le parti aux yeux du monde, mais au sein même du parti, en interne, on verrouille. Et donc, ce rapport, il circule quand même dans le monde juif non communiste. Et il vient aux oreilles des juifs communistes qui se disent si l'URSS reconnaît ce qui s'est passé, c'est quand même un peu curieux. Donc, ils voudraient en discuter. En tout cas, ça crée des remous. 56, c'est aussi une période où, en URSS, il y a ce qu'on a appelé la crise de la culture yiddish en URSS, notamment avec en fait le constat de la mort d'un certain nombre de théâtres yiddishophones, en tout cas, ce ne pas des yiddishophones qui joueraient dans des théâtres yiddish. L'URSS mettrait en avant beaucoup le fait qu'il y ait une culture yiddish, et en réalité, des militants juifs, aux États-Unis notamment, disent que non, ce n'est pas le cas. Et au sein du Parti communiste français, il y a un militant, Chaim Sloves, qui va vouloir aller voir de ses propres yeux ce qui se passe en URSS, qui va écrire des lettres, des tonnes de lettres à Thorez pour pouvoir aller faire une visite en URSS. Et là où il est schizophrène, c'est qu'il pense que ça ne va pas être surveillé et qu'on va pas. Et donc, ils font un voyage d'État en URSS, enfin, pas d'État d'ailleurs, parce que le Parti communiste français envoie les membres du secteur juif en URSS pour voir si la culture yiddish va bien. Et en fait, ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'il y a des théâtres yiddish joués par des Russes qui parlent en yiddish, mais qui ne le comprennent pas, en fait, qui l'ont appris par cœur. Et donc, au retour, Sloves, ce militant, veut faire une lettre en disant au parti, faut écrire à l'URSS, en fait, dites-leur que c'est pas bien. Et Thorez refuse, évidemment. Et donc, au sein du secteur juif, il fait un scandale. Et donc là, c'est un des premiers militants à prendre la parole publiquement pour dire il y a des problèmes, en fait. Et les dirigeants du secteur juif vont refuser d'aller dans son sens. Et troisième chose, la crise de Suez. Peur de la disparition de l'État. Et donc là, à ce moment-là, 56, le Parti communiste, moi, je n'ai pas retrouvé énormément dans mes archives de traces de discussion sur ces éléments-là, mais ce que je sais, c'est que le parti, par contre, va prendre des mesures, parce que le parti écrit, en fait, en discute dans le cadre de réunion du secrétariat et du bureau politique en disant il faut reprendre en main le secteur juif, parce que les dirigeants du secteur juif ne sont pas capables de tenir les masses. Quand il dit ça, c'est Chaim Sloves, notamment, qui commence à faire du bruit, qui commence à écrire en fait, à d'autres juifs yiddishophones en disant il se passe des choses en URSS. Et surtout, il y a Israël. Et le Parti communiste dit les juifs du secteur juif sont obnubilés par ce qui se passe en Israël et en URSS. Et donc, on reprend ça en main. Oui, parce que 56, l'URSS est déjà passée de l'autre côté. Elle soutient déjà les pays arabes. Oui. Oui. Et donc 56, c'est un moment de grosse crise au sein du parti. Et là, c'est un temps, effectivement, où Israël a une importance. Mais sinon, au quotidien, non, plutôt pas. Et sur la schizophrénie, oui, alors, est-ce que c'est pour ça, on pourrait dire, les juifs français sont tous allés la plupart sont allés se déclarer juifs parce qu'ils pensaient que la France les protégerait. C'est une schizophrénie aussi, ouais, effectivement. Est-ce que ça l'est plus Bon, ça se discute. Bonsoir, merci. Bonsoir, non, bonjour plutôt. Cette année, nous fêtons l'entrée en 1936-1939 du souvenir de la guerre d'Espagne. Et je travaille dans une association mémorielle, historique, sur la mémoire des brigadistes. Et en fait, on s'aperçoit, puisque nous travaillons sur un dictionnaire, et à partir des archives des brigades internationales qui sont en fait concentrées encore à Moscou, que la pratique de ce que vous disiez des petites fiches et qui a été jusqu'à tard en France, en fait, a été mobilisée, y compris pour les brigadistes, depuis le début jusqu'à la fin, puisque le centre était à Albacete, à savoir qui ils étaient, ça fait combien de temps, s'ils ont été plutôt mous ou plutôt forts sur le front, s'ils ont été blessés, etc. Donc c'est le même principe. Et parmi ces brigadistes, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelques sabrats qui sont partis de la Palestine britannique d'alors, devenant Eretz Israël plus tard,
et qui sont partis rejoindre les brigades internationales sur la seule idée de défendre en fait la liberté, la démocratie, une certaine idée de l'homme. Avec cette idée de l'homme nouveau, on quitte le shtetl où on est et avec les pogroms, on est brisé, brimé, on est obligé de partir. On se retrouve en France accueilli dans des petites échoppes avec de la paupérisation et veut naître quelque chose au cœur du judaïsme, au cœur de la communauté juive, qui est un homme nouveau avec une autre espérance. Donc il fait mouvoir ces gens de Palestine d'alors vers la guerre d'Espagne, et de la guerre d'Espagne en France et parfois dans la résistance, et même jusqu'à ce que certains viennent libérer Paris dans les rangs soit de la division Leclerc, soit de la Nueve. Mais c'est à peu près le même principe qui se met en place ailleurs et différemment. Oui, et puis il y a eu des brigades, dans les brigades internationales, il y a eu des juifs yiddishophones, il y en a eu un certain nombre qui se sont battus, effectivement. Donc, oui, il y a une forme d'espérance et de défense. Là, c'est vraiment de l'internationalisme. C'est là aussi que c'est pour ça qu'on peut pas tout. C'est vrai c'est ça qui est intéressant dans leur façon d'être, c'est qu'ils sont à la fois, oui, ils sont à la fois juifs, ils défendent les juifs, bien sûr. Ils défendent aussi les immigrés, ils défendent les travailleurs français, mais ils défendent aussi des causes internationales et notamment la lutte contre le fascisme. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait pas dire. C'est là que l'identité est très complexe et elle évolue en fonction des périodes. Intersectionnelle. Oui, alors oui. Non, En tout cas, elle est très. Ils sont pas. Dans mon livre, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de jamais dire ils sont d'abord juifs, ils sont d'abord communistes, ils sont d'abord français. Non, ils sont tout ça à la fois, en fait. Et il y a des moments où c'est l'internationalisme qui va être le moteur. Il y a des moments où c'est la défense du fait juif qui va être le moteur, et notamment de la rupture avec le parti, parce qu'il y en a qui vont rompre avec le parti. Et il y a des moments où on est aveugle. Mais tout ça, c'est toute la complexité. Ouais, toute cette complexité, j'en profite aussi pour faire un moment de pub pour un confrère, mais qui est aussi un ami, qui est Steve Jourdain, qui vient de réaliser un documentaire sur la famille Glucksmann, grand-père, père et fils, et qu'on peut voir depuis hier soir sur la chaîne Public Sénat en replay sur Internet. Voilà. Et qui raconte toute cette histoire aussi. Quoi. J'y ai participé, alors j'étais très enceinte quand j'y ai participé. On vous voit dans le documentaire. Ouais. Un petit peu. Mais... Non, mais vous intervenez. Ouais. Et je l'ai regardé rapidement. Je trouve que c'est une autre manière de raconter cette histoire aussi. Quoi. Ouais. Tout ce que vous dites est absolument passionnant. Il y a un aspect que vous avez assez peu cité et qui est quand même la question de la classe. Le Parti communiste est un parti de classe. Et la conscience de classe, c'est fondamental au sein du Parti communiste. Alors, je voulais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un point aveugle dans la pensée communiste du XXe siècle, qui est le lien entre la classe et l'identité nationale? Et je prendrai un exemple qui ne vient pas d'Europe, mais qui vient des Antilles. Lorsque Aimé Césaire rompt avec Maurice Thorez dans les années 50, il fait une réflexion sur ça. Et il va même jusqu'à employer le terme de fraternalisme dans le rapport que les communistes français ont avec les Antilles. Alors, est-ce que vous avez constaté quelque chose de ce style dans le rapport théorique des communistes français au lien entre la classe et l'identité nationale? Merci. Alors, c'est une question très intéressante et c'est vrai que complexe. Alors, il se trouve qu'en ce moment, j'écris un article avec une collègue qui, elle, a travaillé sur les Arméniens communistes. Et un des éléments qu'on essaye de mettre en avant, c'est justement la différence du point de vue des Arméniens et des Juifs dans la question de la classe sociale. Notamment, une des choses ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, comme les Arméniens, sont les Juifs yiddishophones en l'occurrence et les Arméniens qu'elle étudie, sont deux groupes qui ne partagent pas avec les communistes français notamment la même classe sociale. C'est-à-dire que le modèle communiste, mais qui est un modèle, c'est le travail en usine, où on se syndique dans des grandes usines, etc. Et elle, ce qu'elle montre par rapport aux Arméniens,
c'est qu'un des conflits qui se crée très tôt avec le parti, c'est que les Arméniens ne correspondent pas à ce modèle-là, c'est-à-dire que ce n'est pas des travailleurs des grandes usines. Alors bien sûr, quand ils émigrent, oui, en France, ils vont de fait travailler dans les usines, mais après, il y a un embourgeoisement chez les Arméniens communistes qui crée une dissonance et beaucoup de critiques de la part du parti, qui va leur reprocher leur embourgeoisement. Et du côté des Juifs, on a en fait ça, le parti n'en parle pas tellement. Alors moi, j'ai le point de vue des Juifs, mais qui doit refléter celui du parti. Ils font partie plutôt de ce qu'on appelle les petits métiers traditionnels juifs d'Europe de l'Est. Donc, c'est des artisans, des petits commerçants qui travaillent dans des petits ateliers. Un des problèmes d'ailleurs de ce type de travail et que ce que peut leur reprocher le parti, c'est que ça empêche la syndicalisation. Parce qu'en fait, si vous êtes dans un petit atelier où le patron travaille à côté de vous, vous pouvez vous syndiquer, mais c'est compliqué. Il va le savoir. Finalement, le patron n'est pas tellement plus riche que vous. Donc la syndicalisation chez les Juifs, elle est assez faible. Le parti leur reproche. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Juifs communistes après-guerre, un de leurs mots d'ordre, ça va être d'essayer, notamment dans la prise en charge des enfants. Donc ils vont prendre en charge un certain nombre d'enfants orphelins. Et un des mots d'ordre, c'est de les sortir des professions dites ghettoisées. Et donc ça, c'est le mot d'ordre employé par les Juifs communistes. Ils parlent de professions ghettoisées. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'une partie de ces enfants orphelins rejoignent le monde des usines pour en fait militer, se syndiquer et militer syndicalement avec des Français. Et donc, ce rapport-là, ce n'est pas eux qui ont dû l'inventer. C'est sans doute que le parti, et ça, moi, je n'ai pas creusé cette question, et je ne l'ai pas vue, en tout cas dans les archives que j'ai consultées, le parti veut sans doute, effectivement, que ces groupes-là, à qui il reproche une forme de nationalisme très régulièrement, s'émancipent des professions liées à leur nation d'origine et à la manière dont ils sont définis parfois. Donc c'est une question, la question sociale, oui, qui est très présente après-guerre notamment. Merci beaucoup, Zoé Grimbert. Merci à vous tous. Merci. Et vous pouvez retrouver Zoé Grimbert dans quelques minutes à la librairie pour les signatures de livres.